Nous sommes dans le sud de la France, à Montpellier, avec Gladys, une étudiante en médecine âgée de 19 ans. Avec sa petite sœur Charlène, elle s'autorise aujourd'hui une séance de shopping. Une partie de plaisir pour beaucoup, mais pas pour Gladys, car elle complexe sur une certaine partie de son corps. Ça pourrait aller, non? Ah, tu sais, avec on dirait que mais non, mais Charlène, c'est impossible. Car si Gladys ne trouve jamais rien qui lui convienne, c'est à cause de sa poitrine proéminente. La jeune femme fait du 95G, une taille hors norme qu'elle n'assume pas et qu'elle camoufle en permanence. Sors et je te dirai. Gladys a un petit gabarit, et c'est de là que vient tout le problème. En bas, elle fait une taille 34, en haut, en revanche, ce serait plutôt du 44. La jeune femme se trouve difforme, et rares sont les vêtements qui trouvent grâce à ses yeux. Ça me désespère. Une fois de plus, la séance de shopping tourne au fiasco. Bon bah t'auras encore rien trouvé. Ouais, je vous laisse ça. Ouais, parfait. Au-delà des problèmes de silhouette que cela lui occasionne, c'est avant tout le regard des autres qui gêne Gladys et qui la handicape. Ce qui m'embête dans ma grosse poitrine, c'est le fait que maintenant je me focalise que sur ça et que j'ai l'impression qu'on voit que ça de moi. J'ai l'impression d'être une paire de seins qui marche, quoi. Gladys a hérité de la grosse poitrine de sa mère. Sa petite sœur Charlène, elle, est dans la norme. Et pour comprendre le complexe de Gladys, il faut remonter à sa prime adolescence, à savoir à l'époque où elle s'est transformée en femme. Elle avait 14 ans. Mes seins, ils ont commencé à grossir quand j'étais au collège. Et du coup, j'ai eu le droit à des réflexions du style que je faisais partie d'un site pornographique. Après, j'avais le droit aux réflexions genre Robert, tu portes bien ton nom. Même si je le voulais pas, la troisième, ça a été une des années la pire de ma vie à cause de ça. Ironie du sort, la jeune fille s'appelle Gladys Robert, un patronyme lourd à porter, mais ce n'est pas tout. Les garçons, ce qu'ils pensent de moi, quand ils me voient, c'est ah, elle, c'est sûr, c'est une fille facile. Combien de fois je l'ai entendu, ça? Mais t'es une fille facile, toi? Ou t'es une pute? Ouais, carrément. Donc... ça me choque. J'ai une image qui me colle à la peau, qui est pas du tout la même que ce que je voudrais donner, parce que je suis pas du tout comme ça. Ça me fait mal. Gladys a refusé de se dévêtir devant notre caméra. C'est pudiquement qu'elle nous a livré ces quelques photos prises dans l'intimité. Car sa poitrine, Gladys ne la montre à personne. Pendant des années, elle l'a même cachée à ses petits copains. Mon ancien copain, il m'appelait gros tétou, quoi. Donc, du coup... ça m'avait pas forcément mis très très à l'aise et du coup, j'enlève jamais mon soutien-gorge. Mais les choses ont changé avec Antoine, le nouveau petit ami de Gladys. La jeune femme a repris confiance grâce à lui, même si au début, il était comme tous les autres. Sors pas avec une fille que pour ses seins. Au début, oui, quand même. On est jeunes et cons, donc oui. On passe pas forcément aux bonnes choses tout de suite, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais tout cela, c'est du passé. Cela fait 1 an qu'ils sont ensemble, pour Gladys, une véritable preuve d'amour. Mais au-delà de ces problèmes psychologiques dus à son complexe, Gladys souffre aussi de problèmes d'ordre physique. Aujourd'hui, c'est vers son médecin généraliste qu'elle se tourne. Alors, je te vois pourquoi aujourd'hui, Gladys? En fait, j'en ai marre parce que j'ai tout le temps mal au dos. Ouais. Et du coup, je voulais savoir... ça veut dire quoi? Jour et nuit? Ouais. Ouais. Cela fait près d'1 an et demi que Gladys souffre de maux de dos, des douleurs qui empirent au fil du temps. Pour le médecin, l'origine de ce mal est facilement identifiable. Je pense qu'il est directement lié au poids de ta poitrine. En plus, effectivement, si t'es pas à l'aise, tu vas la cacher, donc tu mets des trucs et tu te cours comme si les filles qui sont trop grandes, elles vont se tenir comme ça. Tu fais pareil. Le constat du médecin est sans appel. Alors, si elle garde sa poitrine, ça va devenir insupportable. D'abord, elle va se retrouver avec des seins en gants de toilette qui vont arriver pas très esthétiques, mais surtout, ça va s'aggraver encore plus au niveau du dos. Et le problème, c'est qu'après, ça sera définitif. Et pour y remédier, le diagnostic est tout trouvé. Alors, je préconise à Gladys vraiment la réduction mammaire, je pense que c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Médicalement, moi, je dis qu'il faut le faire. Esthétiquement, elle en a besoin. Psychologiquement, elle sera beaucoup mieux. Mais que pense Gladys de ce diagnostic ? J'envisage la réduction mammaire parce que je me dis que c'est peut-être la solution à tous mes problèmes.
Mais je sais pas si je vais sauter le pas parce que c'est quand même une opération et du coup j'ai un petit peu peur. Quelle décision Gladys va-t-elle prendre? Va-t-elle opter pour une réduction mammaire ou sera-t-elle trop effrayée par l'idée d'une intervention? Nous sommes à Genève, en Suisse, un petit pays bien connu pour sa neutralité et son horlogerie. Nous y retrouvons Harris, 24 ans, un jeune homme qui souffre d'un handicap moteur depuis la naissance. En fait, je suis né prématuré et j'ai manqué d'oxygène au cerveau à la naissance et ça a endommagé au niveau du cerveau tout le côté de l'équilibre et de la motricité. Et c'est une maladie qui n'est pas dégénérative, mais qui ne se guérit pas. Elle reste stable à vie. C'est au tout début de sa vie qu'Harris a dû apprendre à vivre avec son handicap. Depuis toujours, il se déplace en fauteuil, mais il peut aussi se tenir debout tout seul et faire des petits déplacements. Pendant sa prime enfance, il ne se rendait pas compte de son handicap, il avait l'impression d'être un petit garçon comme les autres. J'avais pas conscience d'être différent spécialement et j'ai pris conscience de ma maladie au moment où j'ai ressenti le regard des autres personnes sur moi en fait. C'est vers l'âge de 10 ans qu'Harris a senti qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Une dure réalité qui a ébranlé l'enfant qu'il était. Quand j'en ai pris conscience, au tout début, j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Et après, c'est allé mieux, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Et effectivement, Harris a repris le dessus. Aujourd'hui, il a un travail, il est webmaster dans une entreprise et surtout, il est parfaitement autonome. Je suis en fauteuil, mais je peux me débrouiller par moi-même, je sens mes jambes, j'ai toutes mes sensations. Je peux même faire des transferts, faire quelques pas. Je peux prendre ma douche tout seul, je peux m'habiller tout seul, faire mes soins tout seul. Jusqu'à récemment, Harris assumait totalement son handicap. Mais à mesure que les années passent, la solitude lui pèse de plus en plus. Surtout, il n'a jamais vécu de véritable histoire sentimentale, seulement quelques relations de très courte durée. Aujourd'hui, Harris commence à complexer sur son handicap. Le fait que je sois célibataire me conforte dans l'idée que ça vient de mon handicap en fait. Ma timidité va en s'aggravant, je manque de confiance en moi et j'ai beaucoup de peine à rencontrer des filles. Et à mesure que son complexe s'accentue, Harris se renferme sur lui-même. Le jeune homme compte peu d'amis, il est fils unique, sa mère est partie et il n'a plus que son père qui travaille beaucoup. Ainsi, c'est souvent vers son kiné qu'Harris se tourne. Ça va? Bien et toi? Ouais. Depuis 8 ans, Harris voit Jean-Philippe 2 fois par semaine afin d'entretenir sa force musculaire pour effectuer des petits déplacements en béquille. Entre le jeune homme et le kiné, une très belle amitié s'est nouée. Installe-toi, mon gars. Sois confortable, que je puisse te faire souffrir un peu. Oh. Et à chaque séance, Jean-Philippe ressent profondément la solitude et la souffrance de son jeune patient. Harris n'a pas de petite amie et ça le travaille, comme je le comprends. Maintenant, il a beaucoup d'atouts pour lui et c'est bien dommage que les personnes du sexe féminin prennent peut-être pas le temps de s'en rendre compte. Mais on sent effectivement, chez lui un certain manque de ce côté-là, bien sûr. Jean-Philippe soulage Harris comme il peut au fil de leur rendez-vous. Pour lui, Harris est un jeune garçon touchant. Il est courageux face à la maladie. Il est dans la parfaite conscience de sa situation. J'ai beaucoup de respect pour lui. Une forme d'affection qui forcément emporte une part d'admiration. Voilà, mon ami. Parfait. Ta limousine? Ah, oui. Fort de la bienveillance de Jean-Philippe, Harris retourne chez lui. Il a rendez-vous avec Charlotte, une ancienne collègue de travail. Hé, coucou. Rentre. Tu vas bien? Ouais. Attends. Ça va? Ça va et toi? Passe une bonne journée? Ouais, je te ferme la porte. Merci. Excuse. T'arrives à passer? Oui, oui, oui. Super. T'inquiète, j'ai l'habitude. C'est l'occasion pour Harris de parler de sa vie sentimentale. Et puis sinon, les amours, ça va? Bah sinon, non, parce que j'ai personne. J'ai besoin de trouver quelqu'un et la solitude, j'en ai un petit peu marre. C'est vrai que j'ai mon chat, j'ai mes tortues, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que j'ai besoin aussi d'échanges humains et... T'as le droit aussi d'avoir d'avoir une copine et tout ça, et je pense que c'est pas parce que t'es en chaise que... C'est vrai que j'ai toujours
ma chaise qui revient pour moi dans ma tête, je me dis que les gens ils regardent ma chaise avant tout, alors que peut-être que je me fais de fausses idées, je sais pas, mais c'est ce qui me bloque. Moi, c'est mon handicap qui me bloque surtout. Harry est un garçon très réservé et au-delà de son complexe, à cause de son handicap, un terrible drame explique son manque de confiance en lui. Un drame qu'il a vécu alors qu'il était encore tout jeune. Qu'est-il arrivé à Harry pendant son enfance? Va-t-il parvenir à surmonter ce traumatisme et enfin oser approcher les filles? Direction Montreuil, en région parisienne. C'est ici que vit Alison, 20 ans. Cette jeune apprentie danseuse a dû cesser toute activité. En cause, une prise de poids trop importante. Un poids qui la complexe et qui l'obsède. Comme tous les matins, je vais me peser. J'espère toujours que ça ait baissé, mais non. 110, comme d'habitude. Depuis qu'elle a dépassé la barre des 100 kilos il y a 6 mois, Alison considère son apparence comme un handicap. Elle ne se supporte plus. Non, je me plais pas. Je me plais jusque-là. C'est tout. Voilà, jusqu'en dessous du cou. Ce qui me plaît pas, c'est tout ce qu'il y a, le ventre, les hanches, les cuisses, les bras, les seins, même les seins, de toute façon, ça me plaît pas, tout est trop difforme. Si Alison a des problèmes de poids, c'est en partie pour des raisons héréditaires. Dans ma famille, il y a toujours eu des gènes d'obésité, ça c'est sûr, c'est un fait. Donc j'avais déjà une tendance à être obèse et j'ai toujours été plus ou moins rondouillette. Mais enfin, c'était dans la normale. Mais cette relative normalité, c'est un drame qu'Alison a vécu dans son enfance qui en a eu raison. Elle avait alors 13 ans. Quand mon papy est décédé, en fait, mon papy, c'était toute ma vie, clairement, donc ça m'a fait un gros choc psychologique. Je suis partie en dépression et j'ai été sous médicaments, sous antidépresseurs, à tel point, et j'ai compensé par la nourriture, clairement. J'ai mangé, et j'en suis, arrivée là. Ainsi, depuis l'adolescence, Alison a régulièrement pris du poids. Désormais, les gestes les plus simples deviennent problématiques. Bon, on va voir comment je vais m'habiller aujourd'hui. Alors au niveau des tailles, moi je fais du 48 ou du 50, ça dépend de comment c'est taillé. Il y a des magasins grande taille, oui, mais j'ai un peu honte d'aller dans ces magasins-là. Non. Et pour acheter des vêtements, c'est pas compliqué, ça fait 2 ans que je commande sur internet. Je vais plus du tout dans les magasins, parce que de toute façon, je ressors en pleurant des magasins, donc c'est pas la peine de se faire mal au cœur. Je me sens pas magnifique, je me sens pas belle, ça c'est sûr. Ce mal-être, cependant, est atténué par Florian, le grand amour d'Alison. Cet étudiant en BTS est un véritable pilier pour la jeune femme. Cela fait 6 ans qu'ils filent le parfait amour. Quand ils se sont rencontrés au collège, Alison était déjà en surpoids. Elle pesait près de 80 kilos. Je trouve qu'Alison est très belle et je l'aime comme elle est. Peu importe son poids, peu importe comment elle s'habille. Et pour moi, il y a aussi l'intérieur qui compte, pas que l'extérieur. Florian n'a Dieu que pour sa belle. Et face à cet amour, aucun obstacle n'est jamais trop grand. Ces kilos en trop sont pas du tout handicapants pour moi. Dans la vie intime, ça change rien du tout. Il existe plein de positions. Et voilà, ça se passe très bien. Mais nous n'en saurons pas plus. Florian doit retourner au travail. Alison, elle, retrouve Ophélie, sa colocataire et meilleure amie. Il est bien ton livre? Oui, ça va. Je viens de commencer. Les 2 jeunes filles attendent Dani, la mère d'Alison, pour une séquence nostalgie. Et j'ai retrouvé un vieux DVD de quand je dansais avant. Ah, super! Ça te dit, on le regarde? Ah oui, avec plaisir. Ouais. Mais déjà, tu danses vachement bien. Ah, et j'avais déjà 13 ans en masso derrière moi. Car pour Alison, la danse, c'est toute sa vie. Avant, elle prenait des cours de hip-hop et de modern jazz avec un projet de carrière bien précis. Mon rêve ultime, ce serait d'être danseuse pour Matt Pokora, parce que son style me correspond parfaitement. Quand elle danse, je la trouve super, magnifique, elle est tout à fait dans son élément. Quand elle est sur scène, elle est transformée. Mais le rêve d'Alison en est au point mort. Elle a pris trop de poids. Elle a dû arrêter la danse il y a 6 mois. La danse, ça m'a posé un problème à partir de 100 kilos, clairement. Parce que avant la danse arrivait à passer au-dessus, et je m'en fichais des kilos, et tant pis si j'avais mal, et tant pis si je me faisais mal.
Mais à force de se fragiliser de partout, bah forcément, arrivé à un certain poids, ça tient plus. Pour la jeune femme, hors de question de voir ce rêve partir en fumée. Elle est décidée à se battre. Elle se souvient du jour où elle a eu le grand déclic. C'était il y a 6 mois. Un beau matin, je me suis pesée comme tous les matins et j'ai vu 101 kilos. Et c'est peut-être bête, mais je me suis effondrée et je me suis dit c'est plus possible. Faut arrêter là, quoi. Enfin voilà, en étant obèse, on vit pas autant de temps qu'on peut le vivre si on ne l'est pas. Pour la grande obésité, c'est en moyenne 10 ans d'espérance de vie en moins qu'il faut compter. Alison refuse de s'y résigner. Donc du coup, j'ai décidé de me renseigner, de commencer à refaire un régime, enfin un programme alimentaire comme ils appellent ça. Et voilà, et de réfléchir à éventuellement une opération. Cette opération à laquelle pense la jeune femme est radicale. Il s'agit d'enlever les 2/3 de l'estomac et c'est irréversible. Le nom de l'opération, c'est la sleeve. Donc j'y ai réfléchi pendant 1 an et demi, sans faire de démarche au niveau des médecins. J'ai juste pris des renseignements sur Internet, pris des témoignages, voilà. Alison a pris sa décision, ce sera donc la sleeve. Comment va-t-elle se préparer à cette intervention radicale? À quel type de régime alimentaire devra-t-elle se préparer? Va-t-elle réussir à gérer le stress qu'une telle opération engendre? Nous sommes à Marrakech, la perle du sud du Maroc. Nous y retrouvons Michael, 32 ans, organisateur de soirée. Mais si cet homme, dans la fleur de l'âge, s'est expatrié, ce n'est pas pour des raisons professionnelles, mais pour laisser libre cours à une addiction toute particulière. Alors je suis venu vivre à Marrakech parce que j'avais envie totalement de changer de vie. Et vu que je suis un accro à la chirurgie esthétique et que ici l'acte chirurgical n'est vraiment pas cher, j'ai voulu concilier les deux et voilà. Mais pourquoi ce trentenaire est-il accro au bistouri? À première vue, aucune tare, aucun défaut majeur, et pourtant... Mes complexes me gâchent la vie. En fait, je suis obsédé par le fait de vieillir, en fait. Je suis obsédé par le fait de la métamorphose de mon visage. J'y pense énormément. Le matin, j'y pense quand je me regarde dans la glace. Au coucher, quand je me regarde dans la glace, j'y pense. J'y pense à chaque fois que je vois mon visage. Le seul moyen qu'a trouvé Michael pour lutter contre cette peur du vieillissement, tous les actes de chirurgie possibles, à commencer par les piqûres de Botox. Ce qui me met en joie, c'est la picouse. Enfin, c'est l'instant de la picouse, effectivement, parce que je me dis, je vais paraître plus jeune. Et pour paraître plus jeune, Michael multiplie les interventions. Cela ne fait même pas 3 mois qu'il a quitté La Rochelle pour s'installer à Marrakech, qu'il a déjà trouvé un nouvel ami, son médecin. Ça va, Guy? Comment ça va? Ben, impeccable. Obsédé par ses rides, Michael réclame des traitements à son médecin toutes les semaines. Bon, tu m'enlèves tout ça? Parce que là, regarde. Effectivement, c'est en train de revenir. Et est-ce que tu peux me le faire là? On va faire un botox complet. Sérieux? Oui, oui. Trop bien. Alors. Un botox complet, ce sont en fait des injections de toxines botuliques un peu partout. Et pour cela, il faut piquer un peu partout. Tu piques où? Ah oui, la ride du lion. Voilà, allez. Très bien, tu bouges plus. Voilà. Merde, très simple. En fait, comme à chaque fois, je veux du botox, mais j'ai peur des piqûres. Non, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Non, mais j'entends la peau qui craque. Oui, oui, c'est normal. Je suis donc maso. Après la séance de torture, l'heure du bilan. Ah ouais, je me sens carrément mieux, là. Je trouve que j'ai meilleure mine. C'est jouissif. Mais pour combien de temps Michael va-t-il être satisfait? Je pense que cette jouissance va durer, en fin de compte, quelques heures, parce que quand je vais me regarder dans le miroir ce soir, je vais peut-être changer d'avis, péter un câble demain matin et rappeler Guy en lui demandant de me faire autre chose, en fait. Parce que je ne suis jamais content. Content ou pas pour Michael, interdiction de refaire des injections de toxines botuliques avant 6 mois. Il lui faudra donc trouver d'autres traitements pour lutter contre ce vieillissement qui l'obsède. Mais pour l'heure, direction son nouveau chez lui, qu'il aménage petit à petit. Michael a rendez-vous avec Daniel, son papa, sur Internet. C'est depuis La Rochelle qu'il communique avec Michael. Allô, papa? Papa, comment ça va? Un père qui ne comprend pas forcément les complexes de son fils. Ouais. Oh, mais on fait pas des piqûres, Michael a 30 ans, mon petit lapin. Un jour ou l'autre, ça commence à se dégrader. C'est obligé, c'est la nature.
Ouais, mais papa, voilà, papa, je lui fais des injections. J'ai pas fait encore un lifting, j'ai pas fait, voilà. Pour l'instant, ça reste, on va dire, raisonnable. Parce que toi, tu penses que je peux carrément aller au-delà, avoir la tête à Michael Jackson dans 10 ans. Tu me prends pour un malade, quoi. Mais non, je te prends pas pour un malade. Je te prends pour quelqu'un qui n'assume pas son vieillissement. Et en plus que t'as que 32 ans. Ouais. Alors, je jure, t'en auras un certain comme moi, qu'est-ce que tu feras alors? Les inquiétudes de son père sont l'occasion pour Michael de soulever un drame qui l'a bouleversé récemment. Le cancer foudroyant qui a emporté sa maman il y a 1 an. Tu sais, par rapport à la maladie de maman, tu sais, quand elle a commencé vraiment à être vraiment malade, en fait, tu sais que son visage, je t'avais dit, a vraiment changé. Et en fait, j'ai l'impression que quand je me regarde dans la glace et quand je vois une ride, j'ai l'impression de voir la maladie de maman sur mon visage, je te jure. Et pourquoi, en fait, je fais de la chirurgie esthétique? Peut-être parce que maman a été malade, parce que je fais ça depuis son cancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un problème plus profond, en fait. Dans quelle mesure le cancer de la maman de Michael explique sa peur panique du vieillissement? Va-t-il se remettre en question et arrêter la chirurgie esthétique? Ou va-t-il s'enfoncer encore plus dans le cycle infini des interventions? Retour à Montpellier avec Gladys, une jeune étudiante complexée par son importante poitrine. Aujourd'hui, elle rejoint son amie Nawel pour l'accompagner à la plage. Salut! Ça va? Et toi? Ça va. C'est bien parce que c'est toi que je viens à la plage, hein? Gladys n'aime pas la plage, elle a ses bonnes raisons. Ça te donne pas envie de voir les gens dans l'eau? Bah si, ça me donne envie, mais bon, si tu regardes bien, ils ont des maillots, quoi. Gladys n'a pas de maillot de bain, car un 95G de tour de poitrine, c'est une taille hors norme. Les maillots à sa taille n'existent tout simplement pas. Et ne serait-ce qu'avoir un maillot, ça serait déjà pas mal, qu'il soit de n'importe quelle couleur que ce soit, ça serait bien, quoi. Bah, j'ai l'air un peu d'un ovni à côté de tout le monde est en maillot, tout le monde se baigne et moi je peux pas. Résultat, Gladys ne se baigne jamais. Et le comble, c'est que même si elle trouvait un maillot à sa taille, elle aurait trop honte d'exhiber sa poitrine. Nawel tente de la comprendre. Mais c'est leur taille qui te complexe le plus ou c'est aussi... Bah, c'est au niveau de la taille et... Bah, je sais pas, en fait, c'est devenu une obsession, tu vois. Au début, c'était un petit complexe et tout, et avec les réflexions des gens, c'est devenu une obsession, un gros complexe. De retour chez elle, la jeune fille rejoint sa mère et sa sœur cadette, Charlène. Son petit ami Antoine est invité à dîner. Son père est encore au travail. Quant à sa grande sœur, elle a quitté la maison depuis longtemps. Le gros complexe de Gladys, tous ses proches le ressentent. Ils savent qu'elle envisage une réduction mammaire. Gladys sonde sa mère. Vu la taille de mes seins, je vois pas de solution sauf l'opération, quoi. Et t'as réfléchi au genre de résultat que tu voudrais ou bien pour toi c'est j'enlève tout et... Non, je veux pas tout enlever parce que Gladys sans ses seins, c'est vraiment pas Gladys, quoi. Non, ça je sais, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. La mère de Gladys semble envisager une éventuelle intervention de manière sereine. Cela d'autant plus qu'elle a bien conscience de tous les problèmes que cela cause à sa fille. Je ressens tout à fait la souffrance de Gladys parce que souvent elle fait ce que j'appelle des crises existentielles au moment où l'été arrive, où il faut ouvrir les décolletés, les t-shirts et trouver un maillot de bain. Ça c'est vraiment le drame à chaque fois. Elle le vit comme un handicap. C'est l'heure de se mettre à table. Et une fois de plus, le sujet de conversation tourne autour du complexe de Gladys. Elle a trouvé un chirurgien à Paris. En vue de ce rendez-vous, sa petite sœur s'inquiète. Tu vois, avec le chirurgien, ça, il t'expliquera tout, mais oui, non. Faut que tu réfléchisses quand même réellement à l'impact que ça peut avoir physiquement comme moralement sur je verrai toi, avec lui. Je pense que quand j'en parlerai avec lui, quand je le verrai, je lui demanderai tout ça, parce que c'est sûr que ça se fait pas comme ça. Une semaine plus tard, c'est à Paris que nous avons retrouvé Gladys pour sa première prise de rendez-vous avec un chirurgien plastique. Je vous écoute. En fait, j'ai les seins qui sont trop gros pour ma morphologie. Donc du coup, je viens vous voir pour savoir ce qu'on pourrait faire, quand et avec quel bonnet, parce que je veux pas non plus avoir de petits seins, quoi. Très vite, Gladys est rassurée. Elle convient avec le médecin de passer d'un bonnet G à un bonnet D. Mais quand le chirurgien voit la poitrine de Gladys, il constate qu'il faut aussi pratiquer une réparation mammaire, car la poitrine de Gladys tombe.
Dans votre cas, donc, le principe, c'est vraiment de bien remonter, Oui, de bien remonter les vraiment. seins et de vous redonner donc des seins qui vont être beaucoup plus fermes. Viennent les questions pratiques. Donc, c'est une intervention qui se déroule sous anesthésie générale. Il faut passer une nuit en clinique. Enfin, le chirurgien informe Gladys sur les séquelles possibles d'une telle opération. Maintenant, bon, la sensibilité, elle peut être perturbée, donc ça, il faut absolument le savoir. L'allaitement aussi, vous êtes jeune, donc vous devez absolument savoir que ça peut aussi être perturbé. C'est une décision qui n'appartient qu'à vous. Cela fait beaucoup d'informations à engranger pour une jeune fille de 19 ans. Un point particulier semble pourtant avoir retenu son attention. J'appréhende un peu l'opération parce que c'est quand même une opération lourde avec une anesthésie générale. Et du coup, c'est surtout ça qui me fait peur en fait parce que je fais totalement confiance au docteur Hamza. Mais c'est surtout le fait de pas me réveiller ou quelque chose comme ça, enfin les risques qui me font un petit peu peur. Quelle décision Gladys va-t-elle prendre? Va-t-elle opter pour une réduction mammaire malgré ses craintes ou va-t-elle rebrousser chemin et s'accepter telle qu'elle est? Nous retrouvons Haris à Genève, un jeune homme en manque d'amour qui complexe sur son handicap. Il rend visite à son père et à sa grand-mère d'origine yougoslave. Hey, just now. C'est auprès de sa famille, à laquelle il rend souvent visite, qu'il puise affection et réconfort. Mais aujourd'hui, un sujet grave le préoccupe. Non, mais j'ai un souci, tu sais, j'ai ma mère qui essaie de me contacter. C'est vrai? Ouais, mais j'ai refusé parce que je voulais plus. Et si Haris refuse tout contact avec sa mère, c'est parce que pour lui, elle a commis l'impardonnable. J'avais 6 ans quand ma mère est partie, donc... Du jour au lendemain, alors qu'ils habitaient encore Sarajevo, la mère d'Haris l'a abandonné sans plus jamais lui donner de nouvelles. Son père était prisonnier politique. À l'âge de 6 ans, Haris se retrouvait privé de ses 2 parents. Tu te rends compte, elle est partie... Moi, je suis resté tout seul avec grand-mère, avec ma tante. Même mon grand-père est décédé entre-temps. Ouais. Je trouve pas normal et je trouve pas humain. Elle l'a abandonné quand il avait le plus besoin d'elle et puis il est resté avec moi. Pour moi, cette personne, pour moi, la mère d'Haris n'existe plus. C'était très difficile pour moi et pour lui également parce qu'il perdait sa mère avant tout. Enfin, j'ai envie d'oublier cette partie-là de ma vie. Cette personne, elle n'existe pas pour moi. C'est comme une étrangère que je vois dans la rue, c'est la même chose. Haris a été profondément traumatisée et pour cause. Quelques semaines avant qu'elle ne l'abandonne, sa mère a proféré les paroles les plus terribles qu'un enfant puisse entendre. C'est quelque chose que je me rappellerai toujours. Peut-être quelques temps avant qu'elle parte, elle m'a dit de toute manière, je veux pas rester avec toi. T'es un poids pour moi. Si tu mourais, ça m'arrangerait. Donc heureusement, j'avais 6 ans. Heureusement, 5 à 6 ans. Et heureusement que je savais pas exactement ce que cela signifiait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, Haris sait bien ce que cela signifie. Il ne veut plus entendre parler de sa mère. Selon lui, c'est ce rejet qui est aussi à l'origine de ses problèmes sentimentaux. Je pense que la grande timidité que j'ai est liée à l'abandon de ma mère. Je pense que j'ai beaucoup moins de confiance avec une fille, j'ai beaucoup plus de peine à faire confiance à une fille. Et effectivement, Haris n'a jamais connu que de rares passades, des relations très brèves. Mais ces questions sentimentales, Haris n'ose pas les évoquer en famille. Pour cela, c'est vers Louis qu'il se tourne. Louis est son supérieur dans l'entreprise où Haris travaille en tant que webmaster. Depuis 1 an, c'est aussi devenu l'un de ses meilleurs amis. Ah, la forme! Ouais, passez une bonne journée? Ouais. Boulot, là il faut, hein. Et toi? Ouais, écoute, vacances. Préoccupé par le bien-être de son ami, Louis est le premier à le pousser à rencontrer des filles et à sortir. Pourquoi tu sors pas en bas de chez toi? Là, t'as plein de petits bars sympas. Ils commencent à te connaître, en plus, les serveurs et tout, donc... Ouais, c'est vrai. Bon, les serveurs, c'est pas les serveurs qui posent problème. C'est à partir du moment où il faut rencontrer des filles, tu vois. Apparemment, Haris est pétrifié devant les filles. Jusqu'à présent, Louis a dû me présenter, aller entre 10 et 15 filles à peu près. C'est des filles que j'ai pas spécialement draguées, de par le fait que j'ai pas osé. Draguer, je pense qu'il connaît pas ce mot, au fait.
En réalité, Harris sait tout de même un peu ce que signifie le mot draguer. Mais quand il se le permet, c'est uniquement caché derrière son écran. Il se rend sur des sites de rencontres très connus, il ose alors aborder les filles, et le plus souvent, ce sont des filles valides qu'il choisit. Je me vois pas envisager une relation avec une autre personne handicapée. Mais en fait, je me dis à moi-même que j'ai déjà mon propre handicap à assumer et que assumer celui d'une copine, ça pourrait être trop lourd. Au départ, Harris ne dit pas qu'il est en fauteuil. C'est au bout de quelques semaines seulement, quand le courant semble passer, qu'il finit par l'avouer. À chaque fois, l'échange se termine de la même façon. J'ai avoué mon handicap à une douzaine de filles sur Internet. Les personnes, en fait, disaient que soit elles voulaient rester amies, soit tout d'un coup partaient sans donner de nouvelles. Et finalement, c'est bien triste et ça me rend triste. Mais la tristesse, la timidité, c'est terminé. Harris est bien décidé à prendre le taureau par les cornes. Cela fait quelques semaines qu'il est en contact avec une jeune fille. Aujourd'hui, il est prêt à sauter le pas. Mais bon, avec celle avec laquelle je chatte en ce moment, elle me plaît vraiment beaucoup et je crois que je vais lui proposer un rendez-vous et puis on verra bien. Elle est en train de répondre. Qu'est-ce qu'elle va bien vouloir me dire? Allez. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Je suis content là, ça me fait plaisir. Surtout que là, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de rencontre, c'est excellent, c'est génial. La jeune fille ne sait pas qu'Harris est en fauteuil, et ce dernier a bien conscience que sa démarche est cavalière, mais il l'assume. Ça peut paraître comme un guet-apens, mais c'est aussi une solution pour moi, une façon pour moi de voir comment elle va réagir en me voyant directement. Comment la jeune fille réagira-t-elle en voyant qu'Harris est en fauteuil? Comment Harris va-t-il se préparer à ce rendez-vous? Parviendra-t-il à vaincre sa timidité? Nous retrouvons Alison en région parisienne, cette jeune femme prête à tout pour perdre du poids afin de reprendre la danse et faire carrière. Elle a décidé de subir une importante intervention de réduction de l'estomac. Depuis des mois, elle se prépare car c'est un engagement qui ne se prend pas à la légère. Ça fait 6 mois que j'ai commencé cette démarche, oui, et c'est vraiment le parcours du combattant qui s'achève, ça c'est clair. Aujourd'hui, Alison a rendez-vous avec son chirurgien. L'opération a lieu dans 3 jours. Bonjour. Bonjour Alison. Bonjour docteur. Asseyez-vous. Alors, prête pour la dernière ligne? Oui, hâte. D'emblée, la chirurgienne rappelle à Alison un point crucial. Cette opération est définitive. Il faut savoir que c'est sans retour. Je sais bien, et c'est le principal, enfin, c'est le plus important. C'est que ce soit sans retour et que je puisse avoir une vie saine tout au long de ma vie et vivre aussi longtemps que possible. La sleeve gastrectomie est une chirurgie définitive. On enlève les 2/3 de l'estomac. Résultat, on se retrouve avec un tout petit estomac. On ne peut plus manger comme avant. Vraiment suivre de façon scrupuleuse le régime alimentaire qui est donné, surtout dans le premier mois post-opératoire. Parce que vous allez avoir une alimentation plutôt genre bébé. Oui, mixé quoi. Les petits pots. Voilà, pendant un mois. Il ne faut pas essayer de faire plus. On peut bien respecter tout ça. Dans tous les cas, impossible d'ingurgiter de grosses quantités au risque d'importants vomissements. Une méthode radicale donc pour une perte de poids extrêmement rapide. Vous pouvez perdre dans le premier mois plus de 20 kilos. Donc faut être prête à ça. Puis vient le moment d'évoquer les risques inhérents à l'intervention. Des risques importants dont Alison doit bien avoir conscience. Il peut y avoir une hémorragie au niveau de la ligne de suture, et puis il peut y avoir une infection. C'est pour ça qu'on vous surveille. Mais pour l'heure, tout ce qu'Alison désire retenir, c'est ce nouvel avenir qui s'offre à elle. Et voilà, une nouvelle vie commence mardi prochain. C'est exactement ça. Ça donne la chance de la nouvelle. Un nouveau corps, un nouveau visage devant la glace. Non, c'est un vrai nouveau départ. C'est un grand bouleversement. En attendant l'opération prévue dans 3 jours, retour à la maison. C'est désormais sur les doigts d'une main qu'Alison compte ses derniers repas. Ça sent bon. Tu fais quoi? Escalope à la crème. Ah, c'est cool. À la maison, c'est son petit ami Florian qui cuisine. Tu les fais comme maman? Bah, je fais comme je peux. Tu fais quoi avec? Des pâtes.
De pâtes? Oui. Ni plus ni moins. Ouais. Ophélie rejoint le duo. C'est la meilleure amie d'Alison. Elle vit en colocation avec le couple. Et tout comme sa copine, elle met les pieds sous la table et elle attend. Ben voilà, c'est l'homme qui fait la cuisine. On attend qu'il nous serve. Voilà, madame est enfin servie. Ce sera tout, mademoiselle? Ça sera tout. Et de la sauce, j'en ai pas. Attention, Florian, premier impair. Oh la J'ai pas de sauce. Bah, attends, donne, je vais te le mettre. Attends, je mets mon beurre, je veux qu'il fonde. Bah oui. De toute façon, il y en a Tu pas m'en mets beaucoup. Non, il y en a pas. Sur la viande. Bah, tu t'en prends pas beaucoup. Où ça, tu m'as dit? Sur ma viande. J'ai failli faire une boulette. Et pourquoi t'en as pas fait beaucoup? La dernière fois, t'as limite vidé le pot de crème fraîche et là... Alors là, Florian, c'est vraiment n'importe quoi. Là, j'ai mal dosé mon affaire. T'es nul. Voilà. Nul ou pas, l'ami Florian, Alison a l'air de le savourer quand même, ce bon petit plat. De mieux en mieux, mon amour. Ah, Les escalopes. Alors, tu vois? Pas si mal. Après un bon repas, rien de tel qu'un bon repos. Ma chérie, tu viens de coucher? Mais depuis quelque temps, les nuits du couple sont plutôt calmes. Enlever tes vêtements? Non. Tant pis. Cela fait 3 mois que le couple n'a plus aucun rapport. De plus en plus complexé, Alison refuse tout contact intime. Je dors toujours habillée comme ça parce que j'ai pas envie de me dénuder. Si, j'aimerais bien qu'elle se dénude un peu. Parce que bon, c'est plus agréable, quoi. Bon, être complexé, c'est pas forcément facile, donc bon, je comprends ça et je lui en veux pas du tout. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon doudou. En fait, j'ai pas envie de ressentir des sensations de plaisir avec ce corps-là. Il me plaît pas, donc voilà. Mais ce corps-là, ce devrait être bientôt un lointain souvenir pour Alison. À l'approche de l'intervention, va-t-elle rester aussi déterminée? L'opération va-t-elle bien se dérouler? Va-t-elle perdre le poids nécessaire afin de pouvoir redanser un jour? Nous retournons à Marrakech, au Maroc, avec Michael. À l'âge de 32 ans seulement, il est obnubilé par la peur de vieillir. Complexé par son physique, il s'est installé au Maghreb il y a 3 mois, car les interventions de chirurgie esthétique coûtent moins cher. Son visage est devenu pour Michael une obsession de tous les jours, de tous les instants. Je me regarde tout le temps, que ça soit dans le miroir, dans les rétroviseurs de voiture, dans les vitrines de magasins, dans le reflet de ma montre, dans les portables. C'est vrai, je me regarde partout. C'est fou, mais c'est comme ça. Michael s'est toujours trouvé beau et a toujours aimé se regarder. Cela n'a pas changé. Mais depuis 1 an, c'est le fait de vieillir qui l'obsède. Complexe numéro 1, ce qu'il appelle ses rides. On va compter, ça fait une ride là, une ride là, une ride là, une autre ride là. En fin de compte, il y en a partout. Mais ce n'est pas tout, car il n'y a pas que les rides qui dérangent Michael. J'ai fait des implants capillaires. Et franchement, là, ils sont en train de super... Et je suis super content parce que là, ils prennent, là, on les voit. Alors là, il n'y avait pas du tout de cheveux. Et tout là, c'est en train de reprendre, là. C'est en train de reprendre. Donc là, je suis super content, par contre, de cette intervention. Tout cela, on pourrait penser que Michael le fait pour séduire. Mais il n'en est rien. Sa vie sentimentale, il l'a mise entre parenthèses depuis la mort de sa maman. Je donne de l'amour à quelqu'un d'autre, j'ai peur de tromper ma mère. C'est complètement fou ce que je dis, mais c'est vrai. J'ai envie de personne, en fait. L'amour, c'est complètement secondaire pour le moment. Et basta. L'amour, j'en ai rien à faire. Sa mère, Michael, l'a perdue il y a 1 an. Il avait avec elle une relation très fusionnelle. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé impuissant face à son cancer foudroyant. Un véritable traumatisme dont il ne se relève pas. Et quand Michael flanche, c'est à Jean-Pierre qu'il se confie. Expatrié de longue date, ce retraité a pris Michael sous son aile dès son arrivée au Maroc il y a 3 mois. Une oreille toujours à l'écoute. La perte de sa maman, pour tout le monde, c'est un drame. On n'en a qu'une, hein, et le jour où on la perd, c'est toujours trop tôt, et on lui a jamais assez dit qu'on l'aimait, et on a des tas de choses qu'on lui a pas dites, qu'on aurait voulu lui dire, donc ça, tu vois, tout le monde doit gérer ce passage difficile. Hein. Michael ne peut alors s'empêcher de revenir sur ce qui, pour lui, est à l'origine de sa peur de vieillir, la dégradation physique de sa mère sous le coup de la maladie. Une transformation spectaculaire qui le hante encore. Il y a une métamorphose complètement complète. On aurait dit, je te jure, limite, à la fin, un squelette, si tu veux. Et je suis complètement choqué par ce... En fait, j'ai la vision... Son masque, c'est le masque. Exactement. Je suis choqué par ce masque. Ce masque, ce n'est pas toi. Et donc, il faut que tu travailles là-dessus
et en même temps que tu te sentes bien. Pour Michael, c'en est trop, il craque. Voilà, ça fait partie aussi de... Ouais, mais là, je suis fatigué. Voilà, j'ai un peu craqué parce que j'en avais peut-être besoin, j'avais besoin de me lâcher. Et il m'a dit des choses assez émouvantes. Et après toutes ces émotions, pour Michael, la meilleure des thérapies, ce n'est pas d'aller voir un psy, mais son médecin qu'il voit au minimum une fois par semaine. Ça va, Michael? Ça va bien, tout va bien, impeccable. Interdit d'injection de Botox pour les 6 mois à venir, car il vient d'en effectuer il y a quelques jours à peine, Michael doit se rabattre sur quelque chose de plus doux, à savoir une séance de mésolift pour redonner de l'éclat à son visage et atténuer ses rides. J'ai envie d'encore d'un mésolift pour avoir meilleure mine. Tu vois, regarde, je trouve que j'ai une sale tête et voilà. Le mésolift est un cocktail jeunesse qui s'injecte à l'aide de petites aiguilles. C'est un peu douloureux, mais peu importe, ce qui compte, c'est le résultat. Tu te regardes dans la glace, t'as l'impression d'avoir 5 ans de moins. T'as vraiment une mine superbe. Alors déjà, je suis au Maroc, il y a le soleil, c'est génial. J'ai meilleure mine, mais alors après ça, on se croirait à Bora Bora. Mais toutes ces interventions dont Michael abuse ont un prix. Coût total des opérations subies jusqu'à présent, 7 000 €. Des dépenses qui rappellent Michael à la dure réalité de son métier d'organisateur de soirée. Et quand on fait un tel métier, on vit la nuit. Direction l'un des clubs les plus branchés de Marrakech, où Michael retrouve ses nouveaux amis. Ouais, carrément. Des amis précieuses auprès desquelles il prend conseil. Moi, je connais Marrakech, je peux te donner plein de renseignements. Mon concept, c'était de faire des choses originales à la limite du choquant. Et des soirées, voilà, j'ai fait une soirée Lady Gaga, c'était très bien, voilà, basta, mais j'aimerais aller au-dessus. Et ce qu'on me propose là, pour l'instant, c'est des soirées basiques et je m'ennuie en fait. Car à Marrakech, la concurrence est rude. Peu de gens connaissent Michael dans le monde de la nuit. Et ce qu'il veut, c'est trouver l'idée du siècle pour organiser la soirée de l'année. J'ai envie vraiment de choquer, entre guillemets, pour me faire connaître. Tu vois le truc? Tu vas tout faire, nous. Ouais. Mais choquer jusqu'à un certain stade. Michael va-t-il trouver un concept de soirée révolutionnaire pour percer dans le monde de la nuit? Va-t-il persévérer dans sa quête d'éternelle jeunesse ou va-t-il écouter ses proches et faire un travail sur lui? Dans un instant, nous retrouverons Alison. Dans quel état d'esprit va-t-elle être avant l'intervention? J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur de l'opération. Comment l'opération va-t-elle se dérouler? Harris, de son côté, va se rendre à son rendez-vous avec la jeune femme rencontrée sur Internet et qui ignore qu'il est en fauteuil. Je pense qu'elle peut partir, qu'elle peut partir en me voyant en fauteuil roulant. Comment la jeune fille va-t-elle réagir? Harris va-t-il être rejeté une fois encore? À Montpellier, nous retrouvons Gladys, cette étudiante complexée par son imposante poitrine. Elle envisage sérieusement une réduction mammaire, mais ce soir, elle a accepté d'accompagner sa sœur Charlène en boîte de nuit, même si pour Gladys, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Alors quand je vais en boîte, ça se passe pas trop bien, parce que on voit que moi, hein. Toutes les sortes de dragues qui sont lourdes parce que au final j'en veux pas moi, c'est t'as des gros seins, t'es bonne, nanana et des choses comme ça quoi. Donc c'est pas top. La preuve par l'image, car quand Gladys se retrouve en discothèque, elle ne reste jamais seule bien longtemps. Carrément. Merci, c'est gentil. Allez, je t'en prie, Et d'un. Non merci, ça va. Ah ouais? Ouais. T'as perturbé dans les jambes ou pas? Non, du tout, mais c'est juste que j'ai pas envie de boire, ça ira. Et de deux. Excuse-moi, tu es toute seule? Non, je suis avec ma sœur. Ah, si vous voulez, on peut boire un verre ensemble, on est ensemble là-bas. Non, c'est bon, ça ira, ouais. Et de trois. En moins d'une heure, Gladys a éconduit pas moins de 3 garçons. Loin d'être flattée, Gladys se sent rabaissée. Certaine que ces garçons sont mal intentionnés. La jeune femme n'en peut plus. On me drague toujours comme ça. Il me parle, il parle dans mon décolleté en fait. Il me regarde pas moi, mais directement il regarde mon décolleté. Il parle à mes seins en fait. Pour Gladys, c'est la goutte d'eau. J'en ai marre, j'en peux plus. Ça me saoule d'être une poitrine ambulante alors. Gladys a pris sa décision, elle va subir une réduction mammaire.
2 semaines plus tard, nous la retrouvons le jour de l'intervention avec Antoine, son petit ami. Direction Paris. L'heure de l'opération approche. Gladys est angoissée. Antoine tente de la rassurer. J'ai hyper peur, parce que c'est quand même une opération avec une anesthésie générale. Et du coup, il n'y a pas 0 risque, donc j'ai peur de pas me réveiller. T'inquiète pas, je serai là pour toi. Heureusement que tu es là pour moi. Il va quand même m'ouvrir, m'enlever une partie de moi, m'enlever une partie de ma peau, me refermer et me réveiller. Et donc du coup, Oui, mais j'ai très tu peur. démarres dans un nouveau corps. Ouais. Tu seras plus complexé. Oui, je me sentirais mieux. 5 heures plus tard, Gladys et Antoine arrivent à la clinique. J'ai rendez-vous avec le docteur Hamza pour me faire opérer. D'accord. La jeune femme n'est pas en avance, elle doit tout de suite aller se préparer. C'est dans l'intimité qu'elle et Antoine se disent au revoir. Bonjour. Voilà. Hey. Cette fois, il faut y aller. Ok, comme ça. Et voilà. Allez, c'est parti. L'angoisse de Gladys est palpable. Stressée. Je suis contente et j'ai hâte que ça se finisse quand même parce que là je ressens presque que du stress quoi, parce que c'est une opération et comme je suis une chouchotte, j'ai peur. J'ai pas de regrets, même si le stress il est en train un peu de me bouffer. Alors que Gladys est au bloc, sa famille attend. Son père et sa sœur sont arrivés alors qu'on l'a préparé à l'intervention. Ici, tout le monde angoisse. Je suis un peu inquiet parce que c'est quand même une intervention assez lourde. Vivement que ça se termine, oui, qu'on la retrouve et que ce soit enfin fini. Les heures sont longues. Anxieux aussi. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle se réveille et que je sache que tout aille bien, que tout rentre dans l'ordre, quoi. L'intervention est enfin terminée. Apparemment, tout s'est bien passé. Alors, comment tu te sens? Ça fait mal. Ça fait mal? Ouais, ça tire. Bon. Ça tire. Je sais ce qu'il y a ici. Gladys souffre, mais elle est tout de même soulagée. Quand je me suis réveillée, j'ai fait « Ah, je suis réveillée. Je me suis réveillée, c'est bon, ça va. » Ah non, le plus dur est passé. Et après, ça va. Mais Gladys est tellement épuisée qu'elle n'a pas la force de vérifier le principal, à savoir contempler sa nouvelle poitrine. J'essaie de regarder, mais quand je baisse ma tête, ça me fait trop mal. Donc du coup, je pense que je verrai ça dans quelques jours et puis on verra. Gladys va devoir rester alitée quelques jours, le temps que la douleur disparaisse. Quand elle sera en mesure de découvrir sa poitrine, sera-t-elle satisfaite? Acceptera-t-elle son nouveau corps? Pourra-t-elle enfin trouver des vêtements à sa taille et se sentir comme toutes les filles de son âge? De retour à Genève avec Harris, un jeune homme en fauteuil à la recherche du grand amour. Pour la première fois, il a osé donner rendez-vous à une fille rencontrée sur Internet, mais sans lui dire qu'il était en fauteuil. Dans l'attente de cette rencontre, c'est auprès de son ami Julien, qu'il connaît depuis 9 ans, qu'il demande conseil. Mais je t'ai pas dit. Quoi? Tu sais, l'autre jour, il y a quelque temps, là, j'avais discuté avec une fille sur Internet. Ouais. Que j'avais rencontrée en chatant comme ça sur un site de rencontre. Ouais. Puis je me dis bon, je vais lui proposer d'aller boire un verre, tu vois. Ouais, elle a accepté. Ben, elle a accepté d'aller boire un verre, oui. Après, tu sais, quand t'es en chaise... C'est pas facile. C'est pas facile, non? Parce que t'as toujours peur que la personne regarde le fauteuil roulant avant toi, en fait. Ouais. Âgé de 21 ans, Julien est atteint d'une maladie héréditaire qui atrophie les muscles. Confronté aux mêmes difficultés qu'Harris, il ne sait que dire. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est que son ami ait davantage confiance en lui. Il pense qu'Harris doit réapprendre à être à l'aise avec les femmes, et pour cela, il a son idée. T'as entendu parler du SEHP? Du SE quoi? HP. C'est quoi exactement? C'est des assistantes sexuelles pour personnes handicapées. Ah, puis assistantes sexuelles, mais... Oui, qu'est-ce qu'elles font? Ça te masse un peu partout.
En fait, Et ça procure des plaisirs. en fait, elles font de la masturbation, quoi. Ouais, elle vient chez toi, elle fait ça. Contrairement à la France, la Suisse autorise légalement les assistantes sexuelles à intervenir avec les personnes handicapées. On les trouve tout simplement sur Internet, mais Harris paraît frileux. Il hésite. Ce qui est susceptible de me gêner dans le fait de voir une assistante sexuelle, c'est tout le côté tarifaire. Je sais pas encore si je vais aller voir une assistante sexuelle, faut que je réfléchisse. Harris n'est pas prêt à sauter le pas dans l'immédiat. D'autant que l'heure de son rendez-vous avec la jeune fille rencontrée sur Internet approche. Il ne lui a pas dit qu'il était en fauteuil. La tension monte. Il attend. Je suis un petit peu stressé. Je pense qu'elle peut partir qu'elle peut partir en me voyant en fauteuil roulant. Puis, une jeune femme semble venir à lui. Ah, salut. Salut. Ça va? Tu vas bien? Oui. Ouais. Ça va et toi? Ça va. Je suis un peu surprise. Je savais pas que tu étais en fauteuil roulant. Tu m'avais pas dit. C'est vrai que je t'ai pas dit. T'avais peur que je refuse, c'est ça? Effectivement. À peine arrivée, la jeune fille évoque tout de suite la question du fauteuil. Harris se justifie comme il peut. Ah, je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, mais... Non, je suis juste un peu surprise, voilà. Voilà, c'était pas parce que je voulais pas, mais c'était, voilà. Mais je peux comprendre que ce par soit... crainte et... Ouais. Je peux comprendre que ce soit difficile, plus difficile pour toi d'en parler. Voilà, d'en parler, ouais. Et puis que les gens acceptent aussi. Totalement, donc, oui. Écoute, mais voilà, bon, quoi. Effectivement. Tu passes une bonne journée à part ça? Harris détourne vite la conversation sur un autre sujet. Pour la jeune femme, le premier effet de surprise semble être passé. Harris est aux anges, d'autant qu'elle semble être très réceptive. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te voir, pareil, en tout cas. Je suis contente de t'avoir connu, enfin de te voir en vrai. Ouais, bah moi aussi. Puis, Et puis, bah écoute, on reste en contact. C'est mon numéro de téléphone. Puis cette fois-ci, on s'appelle, ouais, ça marche. Ok, avec plaisir. Ça joue. Bon, je vais y aller. Merci à beaucoup. bientôt alors. Ouais, attends, je vais te faire la liste quand ça même. Marche. Et puis, ouais. voilà, on reste en contact. À bientôt. Salut. À bientôt. Hein. Salut. Pour Harris, ce premier rendez-vous est une réussite. Je pense qu'on va se revoir avec Cécile parce que on a dit qu'on allait se revoir et j'ai hâte qu'on se revoie. Elle a bien pris ma chaise roulante, mon handicap. Donc je suis super ravi, étonné un petit peu, mais du bon côté. Ça me redonne confiance en moi et surtout ça me donne de l'espoir pour la suite. Mais la jeune fille ne donnera jamais de nouvelles. Dans l'immédiat, Harris est plein d'espoir et il est bien décidé à tout faire pour vaincre sa timidité vis-à-vis des femmes. Il hésite encore à faire appel à une assistante sexuelle. C'est à Théo, un vieil ami, qu'il décide de se confier. Ouais, j'ai un ami qui m'a proposé de rencontrer une assistante sexuelle. Ah d'accord, ouais. C'est une solution, ça peut t'aider. Surtout que j'ai des amis qui ont recours à ces services. Ils en ont pensé quoi? Ben, s'ils en ont pensé du bien, bon. Théo a l'air de connaître son sujet, mais il sent qu'Harris hésite. Il lui propose une autre option. Mais par exemple, il y a des coachs qui sont formés aussi un peu pour vaincre cette timidité, si tu veux. C'est bien que je puisse en parler avec toi, parce que comme tu as un peu plus d'expérience et tout. Ouais. Harris semble intéressé par l'idée d'aller voir un coach. Il pense que cela pourrait l'aider. Mais quelle décision va-t-il prendre afin de se sentir plus à l'aise avec les femmes? Arrivera-t-il à surmonter sa timidité afin de pouvoir rencontrer le grand amour? Retour à Montreuil avec Alison, complexée par son obésité. Elle doit subir une sleeve, une intervention irréversible qui va lui ôter les 2/3 de l'estomac. Nous sommes à la veille de cette opération importante et risquée. Mais avant le grand départ pour l'hôpital, Dani, la mère d'Alison, est venue la soutenir et surtout, elle lui a préparé un bon petit plat. Le mot d'ordre aujourd'hui, on ne se prive pas. Bah là, de toute façon, j'en profite, hein. Dernier repas, bonne tartiflette, après un pain au chocolat et tout. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah oui. Hein. J'en mangerai plus jamais de cette tartiflette là. Bah si, t'auras encore le droit d'en manger. Ah bah je quand même. mangerai ça. Et encore, Alison est optimiste. Après l'intervention, elle aura un estomac de moineau ou presque et ne pourra ingurgiter que d'infimes quantités. Ça, c'est mon dernier repas à la maison, mais mon vrai dernier repas, je le fais à l'hôpital, super quoi.
T'en sais rien, ça va peut-être être super bon. Enfin, dernier repas, en même temps, à chaque fois on dit ça, c'est comme si j'allais plus à manger après. Alison a raison, elle pourra toujours manger, mais plus jamais de la même façon. Il lui faut se résigner et tourner le dos à ses vieilles habitudes alimentaires et à ses petites manies. Oui, c'était cordi. Parce que t'enlèves la... Toujours, j'enlève la première couche. T'en profites, hein. J'ai pas eu assez de chocolat. T'as raison, t'as raison. Tout manger. Rassasiée, Alison peut maintenant faire ses bagages. L'heure du départ approche. Maman? Oui? Tu peux venir m'aider à faire ma valise, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Parce que ça me gonfle, alors j'ai besoin de toi. J'arrive. Alison pourra repartir le soir même de l'intervention, sauf complications, car l'opération comporte des dangers. Et plus l'heure approche, plus la tension monte pour Alison. Ah, j'ai oublié de prendre mon anti-stress. Ah ben, prends-le, hein. Tiens. Merci. Oui, parce qu'il faut que je l'éloigne des repas en plus. Je prends un anti-stress parce que je suis stressée, donc c'est des plantes, donc... Et t'es stressée pourquoi, ma petite puce? Pour l'opération. Oui, ça va bien se passer. Malgré les paroles rassurantes de sa mère, Alison ne peut s'empêcher de penser aux risques qu'elle encourt. J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur de l'opération. Il y a le risque pendant l'opération qu'ils n'arrivent pas à manœuvrer comme ils veulent par célioscopie, donc qu'ils doivent ouvrir le ventre en entier. Ça, c'est celui qui me fait le plus peur, parce que j'ai pas envie d'avoir une grosse cicatrice en plein milieu du ventre. Après, il y a le risque qu'ils n'arrivent pas bien à opérer comme ils veulent et à fermer comme ils veulent et que ça fasse un abcès. Pour contenir son angoisse, Alison préfère penser à la revanche qu'elle va prendre contre tous ceux qui lui ont fait du mal. Voilà, je vais oublier un peu le passé, tout ce qui a pu arriver, toutes les moqueries que j'ai subies à l'école. Et j'espère que tous les gens qui ont pu se moquer de moi, qui ont pu me faire du mal jusqu'à me taper dessus parce que ils en avaient contre moi parce que j'étais grosse. J'espère qu'ils verront que ma vie elle va radicalement changer et que tout ce qu'ils ont pu faire ça aura pas réussi à me détruire. Cette fois c'est l'heure, il faut partir. Direction l'hôpital avec Ophélie et Dany. Retenu par ses cours, Florian, son petit ami, n'a pas pu venir. J'espère que c'est ici, parce que... Oui. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alison investit sa chambre, sa maman est aux petits soins. Je mets ton sac comme ça dans le placard ou tu veux ranger les trucs? Mets-le comme ça pour l'instant. Les membres du personnel soignant défilent, viennent les dernières recommandations. Agent strict à partir de minuit. D'accord. Pas d'eau, rien du tout. Rien. Pas de problème. Et puis voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Alison est stressée, elle a du mal à tout enregistrer. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps, là. Oui, là, ils m'en ont trop donné. 8h20 environ demain, ton opération. La nuit va être longue. Il est l'heure de partir pour Ophélie et Dany et de laisser Alison toute seule. Tu vas bientôt avoir ton repas, on va te laisser manger tranquille. Faut que tu te reposes. À demain. Ouais, demain, ma chérie. Allez, ça va aller. Ouais. Alison angoisse de plus en plus et elle n'est pas la seule. Ça me fait drôle de la laisser là et puis qu'il faut attendre maintenant que ça soit fait, quoi. J'ai hâte que ça soit fini, ça c'est sûr. C'est stressant, quoi. Alison est désormais seule avec ses pensées, mais pour gérer son stress, elle ne veut songer qu'à des choses positives. Ce que j'attends de cette opération, c'est que ça me change la vie, que je puisse maigrir et que je puisse enfin danser et redanser, je dirais, comme avant, voire encore mieux. Voilà. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur de l'opération en elle-même. J'ai peur de pas me réveiller. C'est peut-être bête, mais je fais une opération qui est censée changer ma vie et j'ai cette peur de pas me réveiller. Comment l'intervention d'Alison va-t-elle se dérouler? Va-t-elle s'habituer à son nouveau mode d'alimentation? Va-t-elle maigrir de manière spectaculaire? Retour à Marrakech, la perle du sud du Maroc, où nous rejoignons Michael, 32 ans, obsédé par la peur de vieillir et accro à la chirurgie esthétique. Fraîchement installé depuis 3 mois, cet organisateur de soirée doit faire face à un grand challenge, percer dans le milieu de la nuit. Et pour cela, trouver l'idée du siècle.
J'ai envie vraiment de choquer entre guillemets pour me faire connaître. Tu vois le truc? Cette fameuse idée, Michael l'a trouvée. Il a même réussi à faire coïncider son métier et son obsession, organiser une soirée Botox, à savoir une grande fête pendant laquelle tout le monde pourra se faire des injections pour gommer ses rides autour d'un bar à Botox. L'idée risque de choquer. On est quand même dans un pays musulman et je fais une soirée Botox. Donc les gens me prennent pour un fou, pour un malade. Certain d'avoir trouvé le concept qui pourrait lancer sa carrière, Michael s'attelle aux préparatifs, communication avec les médias, envoi de plus de 300 invitations. Déjà, je vais appeler l'infographiste. Putain, ça sonne pas, ça sonne pas. Ah putain, il a éteint son portable, j'hallucine. Alors ça répond pas, la DJ répond pas. Ralid, il a coupé son portable, donc c'est top. Ça n'a pas l'air gagné, mais Michael veut y croire. Je pense que si cette soirée réussit et qu'il y a du monde, ça va m'ouvrir énormément de portes. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Afin de savoir si son idée de soirée Botox est bonne, Michael s'en va sonder le terrain auprès de ses amis. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique, mais pour la soirée de Mickey, j'ai envie de sauter le pas et de faire les injections. Mais Marc n'a pas l'air d'accord. Puisque tu vas aller claquer des ronds, ruiner ta santé, et puis comment tu vas être dans 10 ans si tu fais ça? Si tu veux plus de rides, tu vas y retourner tous les 3 mois, tous les 6 mois, machin, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas finir comment? Si tu peux, donner une touche, je sais pas comment... Une touche de jeunesse. Une touche de... Bon, toi t'es un homme. Et non, et moi je suis quoi? Je suis une nana, j'ai une chatounette. Oui, mais... Bah attends, toi t'es un homme et moi... Non, mais je pense que toi ça... Ah bah oui, moi Toi j'en fais une fixation. Non. La situation se retourne, cette histoire de soirée Botox est l'occasion de revenir sur l'addiction de Michael à la chirurgie esthétique. C'est quand même étrange, quoi. Il a pas de tare majeur, enfin voilà. Et bon, puis surtout le faire commencer à son âge, je pense qu'il part vraiment très mal. Je suis même inquiet parce que je l'aime bien, mais je suis très inquiet. Mais Michael n'en fait qu'à sa tête, il ne veut rien entendre. Et tu sais que le corps d'une personne vieillit à partir de 25 ans. On est d'accord? Et on a des rides à partir de, pour ma part, 25 ans. Et moi, je trouve que j'ai des rides. Non. La toxine botulique, c'est un truc, comme son nom l'indique, hyper toxique. Au départ, c'est un produit pour traiter des maladies graves. Hein. Il a été développé pour ça. Hein. Ou pour la guerre bactériologique, tu vois. Donc, ah bon? Mais bien sûr, oui. Poison ou pas, Michael n'en a cure, il campe sur ses positions. Moi, je sais pas, quand on me dit « Oh, t'as meilleure mine parce que j'ai pris une picouse dans la gueule », eh ben, je suis content. Parce qu'on me l'a déjà dit. L'avis de Michael est très clair, il n'arrêtera pas la chirurgie esthétique. Et il fera bien sa soirée Botox, un moyen très particulier d'allier son obsession à sa profession. Le lendemain matin, nous le retrouvons en compagnie de son amie Yasmina, qui l'aide à organiser sa soirée. Mais coup de théâtre, tout semble compromis sur un simple coup de fil. Et tu ne feras pas de Botox? Ah non, c'est pas possible. Là, c'est un cauchemar, explique-moi là, parce que là, je suis pas très bien. Là. L'ordre des médecins est en train d'appeler Michael pour lui interdire de faire pratiquer des injections de Botox pendant sa fête. Alors sérieusement, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on a des réservations, il y a je sais pas combien de personnes qui vont venir, la presse est au courant, moi... L'ordre des médecins semble inflexible. Pour l'heure, la réponse est non. Putain. Michael est désespéré. La soirée qui devait propulser sa carrière est au point mort. Voilà quoi, putain. Putain, j'ai une soirée de malade, je te jure, je sais pas combien de personnes qui vont venir le mettre 48 heures avant. C'est pas sérieux, je suis désolé, c'est pas sérieux. Putain, quelle bande de gros cons, franchement. Enfin, ça va passer. Près de 300 invitations sont lancées. Le tout Marrakech doit venir à cette soirée. Michael va-t-il trouver une solution? Va-t-il réussir à faire changer d'avis l'ordre des médecins? Sa soirée se déroulera-t-elle avec ou sans bar à Botox? Retour à Montpellier avec Gladys. Il y a 2 semaines, la jeune étudiante subissait une réduction mammaire. Aujourd'hui, elle livre ses premières impressions à son amie Julie. C'est la première fois que les 2 jeunes filles se voient depuis l'intervention. Tu peux l'enlever pour moi? Ouais, je vais te montrer. T'as vu, c'est pas très moche. Non. Enfin, c'est un soutien-gorge comme de sport, tu vois, donc ça va. Mais c'est bien. Et tout ça, tu dois le garder combien de temps? Je dois le garder pendant 1 mois. Passé les détails techniques, Gladys aborde le vif du sujet.
J'arrive pas à m'y habituer. Je trouve ça petit encore, mais ça va. Enfin, je verrai bien après, tu vois, quand je pourrai enlever quand ça. des soutiens-gorge avec des ensembles et tout, tu vas être trop contente. Bah oui, non, ça c'est sûr. Gladys a encore besoin de temps pour se faire à sa nouvelle silhouette. Elle doit aussi s'habituer au nouveau comportement des personnes qui l'entourent. Le regard des hommes a changé parce que j'ai l'impression qu'on me regarde plus. Je suis normale maintenant. J'ai rien d'exceptionnel et donc du coup on me regarde pas comme si j'étais des seins sur pattes. Je me sens plus femme en fait. Gladys a maintenant rendez-vous avec sa petite sœur pour une séance shopping. C'est la première fois qu'elle se rend dans un magasin depuis son opération. Bah tu prends celui-là. Moi je prends celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là. Gladys a l'air bien décidée à tout se permettre. Avant l'intervention, elle ne trouvait rien à sa taille. Qu'en est-il désormais? Pour une fois, c'est Ça va bien. Ouais. C'est bien comme ça. Hein. J'ai pas l'air grosse. T'as vu? Bah ça c'était ça. Hein. Ouais. Ah non, ça fait bien. Là. Les nouveaux seins. Je vais pouvoir mettre des hauts comme ça tout le temps. Là. C'est trop cool. Et pour cause, au total, Gladys a perdu 3 tailles de soutien-gorge. Maintenant, je fais un 90D, alors qu'avant, je faisais un 90G, ce qui n'existait pas. Donc du coup, je peux porter tout ce que je veux. Au fil des essayages, la jeune femme exulte. Il y a presque toute une va, c'est magnifique. Magnifique. Résultat, Gladys s'emballe, c'est la razzia. De retour chez elle, la jeune femme s'offre un moment de détente en compagnie de son petit ami et de sa famille. Une nouvelle occasion d'évoquer tous les bouleversements qu'elle a connus ces derniers temps. Même si j'ai pas changé au niveau de poids, je me sens plus mince. Ah bah c'est sûr. Alors que j'ai juste changé de... Enfin si, j'ai perdu 300 grammes de sein, quoi. Mais comme t'as dit, ton amie Claire, elle t'a dit c'est beaucoup plus proportionné par rapport à au reste de tes mesures. Taille, ah oui, non, c'est sûr. Voilà. Bah oui, ça va. En fait, ça va avec mon corps, quoi. Ouais, j'ai plus, J'ai beaucoup plus équilibré, je pense. Si Gladys a encore besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle apparence, Antoine, lui, constate déjà une nette amélioration depuis l'intervention. Vu qu'elle s'assume plus, elle a moins de complexes et elle est beaucoup plus libérée. Et elle a comme un poids en moins, en fait, dans notre relation. Il est trop mignon. Dans un instant, nous retrouverons Alison, un mois après son intervention. Désormais, c'est plus une angoisse de monter sur la balance. Combien de kilos aura-t-elle perdu? Vivra-t-elle bien son nouveau régime alimentaire? Aura-t-elle repris la danse? Pour Mickaël, ce sera le grand soir. Arrivera-t-il à organiser sa grande fête? Enfin, c'est la catastrophe, j'ai peur, je suis pas bien, je suis stressé, j'ai mal au ventre et j'ai envie d'aller aux toilettes. Parviendra-t-il à mettre en place son bar à botox? Va-t-il percer dans le milieu de la nuit? Nous revoilà à Genève avec Harris, un jeune garçon complexé par son handicap et prêt à tout pour vaincre sa timidité afin d'enfin approcher les filles. Pour ce faire, il hésitait encore à aller voir une coach ou faire appel à une assistante sexuelle pour personnes handicapées. Aujourd'hui, sa décision est prise. Pour moi, c'est plus intéressant d'aller voir un coach qu'une assistante sexuelle parce qu'une assistante sexuelle, finalement, je trouve que c'est assez superficiel. Et j'ai envie que ça marche. Bonjour. Vous êtes Harris? C'est moi-même. Entrez, entrez. D'entrée de jeu, Harris expose son problème à la spécialiste. Et plus le temps avance, plus... malheureusement, plus ma timidité s'accroît. Et plus le fait que je sois dans un fauteuil roulant me fait complexer. J'ai peur en fait que les personnes que je vois, les filles que je rencontre, regardent d'abord mon fauteuil roulant avant moi. Il y a du travail, mais la coach ne s'apitoie jamais sur le sort de ses patients. Alors on va essayer de regarder ensemble, j'appelle ça des talents, vous voyez, vos talents, vos qualités personnelles. J'aurais plus tendance à me trouver des défauts plutôt que des qualités. Première tâche pour la professionnelle, démontrer à Harris qu'il a lui aussi des qualités. Vous avez un travail, vous avez des clients, vous voyez, donc ça vous avez plein de ressources en vous. Utilisez vos ressources. Ces ressources, la coach aimerait qu'Harris les utilise pour oser sortir le soir et aborder les filles. Les mots de la spécialiste ont l'air de toucher le jeune homme. La séance porte ses fruits.
Pour aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai compris que déjà vous étiez défini cet objectif de sortir de chez vous. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, je pense en tout cas que ça va m'aider. Harris est soulagé, pour lui c'est le déclic. Ça m'a fait prendre conscience que si je veux rencontrer des gens dans mon entourage ou à l'extérieur, il faut que je m'ouvre aux autres. Le jeune homme repart confiant, reste maintenant à mettre en pratique les conseils de la coach. Retour chez Harris, il est près de minuit. Comme à son habitude, le jeune homme est seul chez lui avec son chat, sa télé et ses tortues. J'en ai marre d'être seul, ça me rend triste. Harris a décidé que cette soirée ne se terminerait pas comme toutes les autres. Fort des conseils de la coach, il prend une grande décision, il sort. Direction la salle de bain, Harris compte bien mettre toutes les chances de son côté. Et c'est plus décidé que jamais qu'Harris se rend dans une discothèque dont on lui a parlé. De toute manière, j'ai 24 ans, je suis grand, il faut que ma vie change et il faut que ça change. J'ai envie de draguer ce soir et j'espère que ça va pouvoir se faire. Mais quand il arrive, la déception est grande. Dans la boîte de nuit, il n'y a personne. Nous sommes en pleine semaine. Très vite cependant, Harris aperçoit une jeune fille au bar. Coup de chance, non seulement elle est jolie, mais elle est seule aussi. Incroyable, Harris se lance. Salut. Comment tu t'appelles? Alicia. Enchanté. Je t'ai regardé depuis tout à l'heure, puis je me suis dit que j'allais quand même venir te dire bonjour. Ouais. Loin de fuir la conversation, la jolie blonde propose à Harris d'aller s'asseoir dans un endroit plus intime. Ah, c'est plus tranquille, c'est mieux. Okay. Pour le jeune homme, c'est une révolution. La discussion s'engage très facilement, car ils ont des points communs. Ils viennent tous les deux des pays de l'Est. Tu habites avec ton père? Non, j'habite tout seul. J'ai un appartement. Non, je suis déjà habitué, je me débrouille en fait. Ouais. Mais non, quand même, le social, il doit t'un peu aider. Oui, je crée des sites internet en fait. Donc, voilà, ouais, exactement. Bah, salut, merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. À bientôt, salut, ciao. Même s'il n'a pas osé demander à la jeune fille son numéro de téléphone, pour Harris, c'est une grande victoire. Il sait désormais qu'il peut aborder les filles. Ce soir, c'est un homme heureux. Quand je suis arrivé, j'ai eu un petit peu peur parce que la discothèque était vide. Mais bon, ce qui compte vraiment, le plus important, c'est que j'ai réussi à rencontrer quelqu'un, à aborder une fille. Je vais continuer à sortir au lieu de rester chez moi à regarder la télé. J'ai surmonté ma timidité et je suis prêt pour changer de vie. Nous retrouvons Alison à Montreuil, en région parisienne. Il y a 1 mois et demi, elle a subi une sleeve, une intervention chirurgicale qui consiste à enlever les 2/3 de l'estomac. Alors, combien? 97. Eh ben, 20 kilos en moins? Oui. C'est bien, ma chérie. Oui. Je suis fier de toi. Depuis son intervention, Alison a perdu 2 kilos par semaine en moyenne. Elle est très affaiblie par cette importante perte de poids. Mais elle garde le moral car il y a peu, elle a franchi un cap symbolique. Elle a passé la barre des 100 kilos. Désormais, c'est plus une angoisse de monter sur la balance, non, parce que je sais qu'à chaque fois que je vais monter dessus, il y aura des kilos en moins. Et si les kilos s'envolent si facilement, c'est parce que désormais, Alison a radicalement changé d'alimentation. Démonstration. T'as envie de manger? Bah, il va falloir. Ah oui. À croire que pour Alison, manger est même devenu une corvée. Bah, du melon. Du melon? Ouais. Ouais, bonne idée. Un petit bout de melon. Ok. Bon, allez, on se fait ça. ira. Là, je fais ça. Bon, ça va faire nous deux, quoi. C'est économique. Tiens. Merci. Pas de quoi. Bon appétit. Oui. Souvenez-vous, avant l'opération, les repas d'Alison, c'était plutôt ça. Désormais, ces repas, ça donne ça. C'est tout ce que je vais manger, c'est même pas sûr que je le mange en entier. Si elle s'écoutait, Alison ne mangerait rien du tout. Mais elle a besoin du minimum vital car elle est déjà complètement épuisée. Un changement radical qui perturbe la jeune femme. Ça me manque pas de manger comme je mangeais avant, mais psychologiquement,
J'ai toujours l'idée dans la tête des quantités que je mangeais avant. Et si Alison a perdu plus de 20 kilos depuis l'opération, c'est qu'elle n'a pas le choix et qu'elle doit se soumettre à un mode d'alimentation bien particulier. Maintenant, j'ai appris à mâcher plus et à manger plus lentement, oui, ça c'est clair. De toute façon, j'ai pas le choix, sinon je vomis après, donc j'ai pas du tout la sensation de me priver, non. Parce que de toute façon, mon estomac il dit stop, donc c'est pas du tout une privation. Alison compte bien perdre encore beaucoup de poids, mais elle peut déjà observer des changements significatifs. Ah voilà, ça c'est un jean que je mettais avant, et puis bah ça c'est le jean que je mets maintenant. Donc voilà, il y a tout ça en moi. Et tout ça, ça représente à peu près 2 tailles. Les joggings, c'est terminé. Elle peut ressortir les vêtements qu'elle avait remisés au placard à l'époque où elle avait pris trop de poids. Ça c'est 4 hauts que je pouvais plus mettre avant et que je peux remettre maintenant. Et rien que pour nous, Alison s'est prêtée à une petite séance d'essayage. C'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Depuis l'opération, Alison évite de multiplier les sorties. Mais aujourd'hui, le couple fête son 6e anniversaire, direction le troquet du quartier. Bonjour. Vous avez quoi comme jus de fruits? Ananas, pamplemousse, abricot. Bah, ananas. Moi aussi, je prends ananas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et même si elle n'a plus d'appétit, Alison ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'elle mangeait avant. Oh, j'ai hâte de pouvoir remanger au restaurant. Ouais. C'est con, hein, mais j'ai envie d'aller manger au restaurant en ce moment. Un bon hamburger de vinaigre. Oh non. Si, un double cheese. N'importe quoi. Ah si. Oui, mais bon. Si tu remettre à une alimentation équilibrée, ce serait peut-être mieux. Oui, ça m'empêche pas de temps en temps. Pour le début, je veux dire. Oui, après de temps en temps. Bien sûr. Florian préfère se concentrer sur des choses positives et sur ce qu'il y a à fêter aujourd'hui. Bon, bah, à tes 20 kilos en moins, Ouais. tous les efforts que t'as fait jusqu'ici. Et puis à nos 6 ans, Oui, c'est vrai. c'est aujourd'hui, C'est vrai, c'est vrai. nos 6 ans d'amour. Tout à fait. Rochineur. Toujours attentif, Florian n'a de cesse de s'enquérir du moral de sa belle. Depuis 1 mois et demi, physiquement, tu te sens comment? Bah, je me sens bien, ça va. Je me sens moins complexée, ça c'est sûr. Un peu moins, ouais. De jour en jour, ça diminue. Donc c'est cool. Et puis c'est pas terminé, donc Ah bah non, loin de là. ça ira de mieux en mieux, c'est bien. Oui, c'est clair. Alison se sent de mieux en mieux, mais il est trop tôt pour qu'elle reprenne la danse. Elle doit d'abord reprendre des forces et perdre encore du poids. Pour l'heure, Alison est sous-alimentée, elle s'épuise vite. Il est tout juste 21h, elle s'écroule déjà. Ça y est? Ça va? Oui. Fatigué? Oui. Normal, vu ce que tu manges. Alison s'assume mieux, elle ne se couche plus en jogging, mais certaines choses n'ont toujours pas évolué. Bah, l'opération, elle a pas encore changé notre intimité, non. Mais bon, on perd pas espoir, hein. Ça va revenir. Puis même quand on se sent ballonné, c'est pas forcément agréable. Voilà, donc faut être patient. Pour l'instant, donc je me sens pas non plus désirable. Un petit chéri, ça va revenir. Alison a vraiment l'air d'être sur la bonne voie. Nous revoici à Marrakech avec Michael, 32 ans, obnubilé par la peur de vieillir. Cet organisateur de soirée a trouvé l'idée du siècle pour percer dans la profession, une soirée Botox avec injection à gogo. Mais à la dernière minute, l'ordre des médecins a demandé l'interdiction des injections. Pour Michael, c'est une catastrophe, sa crédibilité est en jeu. Opération de la dernière chance, Yasmina, l'amie de Michael, qui l'aide depuis le début à organiser cette soirée. Elle a ses contacts à l'ordre des médecins. Et voir un membre du conseil de l'ordre des médecins pour essayer de trouver une solution pour la soirée de Michael, la soirée Botox. Essayer de les faire fléchir et voir s'il peut y avoir un acte chirurgical ou pas. Yasmina a obtenu un rendez-vous à l'arraché. Objectif, convaincre l'ordre des médecins d'autoriser les injections de Botox pendant la soirée. Angoissé, Michael s'en va rejoindre Yasmina. Et au terme d'1 heure d'entretien, le verdict tombe. Alors, interdiction totale, voilà. Il aurait fallu faire un dossier auprès du conseil de l'ordre, demander une autorisation, etc. Je prends une grosse claque dans la gueule. Mais Michael n'a plus le choix. Il doit faire avec, car sa soirée a lieu le soir même.
direction l'hôtel de luxe où la fête va avoir lieu. Et pour l'heure, place aux préparatifs de dernière minute. Et pour le vidéoprojecteur, c'est bon? Tu l'as vu l'écran de projection? Non, mais alors on fait comment alors? Tu as dit que le gars il va le ramener à 11h. Ton ami Julien l'a pas vu? Ouais, si, il l'a vu mais il m'a pas appelé. La tension monte. Michael ne sait plus où donner de la tête. En fait, moi j'ai vraiment très peur. Je suis en nage, je sais même pas si c'est des gouttes de sueur parce qu'il fait chaud ou si c'est le stress, mais en plus je suis super catastrophé, j'ai fait du botox, j'ai l'impression de courir partout, tout doit se casser la gueule, je sais pas. Enfin c'est la catastrophe, j'ai peur, je suis pas bien, je suis stressé, j'ai mal au ventre et j'ai envie d'aller aux toilettes. Quant à l'événement principal de la soirée, et qui n'aura pas lieu, à savoir le bar à Botox, Michael a choisi la politique de l'autruche. Il faut vraiment que personne soit au courant, parce qu'autrement la soirée elle est foutue. C'est la catastrophe. Parce que ici, je pense que voilà, personne me connaît, on est à Marrakech, et tout le monde va jaser sur ça et ça va me détruire. La solution que Michael a trouvée, annoncer la mauvaise nouvelle en pleine soirée. Comment les invités vont-ils le prendre? Vont-ils déserter la fête? Ça y est, c'est le grand soir, le show débute dans quelques heures. Michael se part de ses plus beaux atouts. La soirée commence bien, les invités affluent, Michael est sur tous les fronts. Pour le moment, aucune allusion à l'interdiction des injections de Botox, le défilé présentant la collection d'une amie de Michael ravit les convives. Ses amis sont venus le soutenir, et c'est fort de leur bienveillance que Michael se décide enfin à annoncer la mauvaise nouvelle. Alors je voulais vous dire quand même que, donc c'est vrai que ça a été une botox party, mais il y a eu un petit coup de théâtre. On a été, le médecin a été contacté par l'ordre des médecins pour ne pas pratiquer des injections de botox ce soir, donc nous sommes vraiment désolés. On mettra ça l'année prochaine, on fera un truc encore plus géant, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. C'est que notre organisateur sait y faire. La pilule semble passer en tout cas, car la fête suit son cours, comme si de rien n'était. Quant aux amis de Michael, ils sont unanimes, c'est un succès. Moi je trouve que le défilé était magnifique, sublime, et Michael, il a assuré aussi. Non, Michael a bien supervisé tout, voilà. Non, bravo. Le temps de se poser. Les compliments pleuvent, même s'ils ont tous conscience qu'il y a eu un gros raté. Même s'il a été déçu, parce qu'il a été déçu que ça ne se passe pas. Parce que c'était la Botox Party. Non, bravo. Je suis très fier de lui, mais vraiment, non. La soirée est terminée et Michael est fier de lui. Mais à l'heure du bilan, il y a une chose qui lui manque cruellement. Pour que mon bonheur soit parfait, il faudrait que cette petite étoile descende du ciel et que je vois ma maman et qu'elle me dise « ta soirée a été top mon chéri » et que je puisse la toucher, la sentir et voilà. Michael n'a pas encore fait le deuil de sa maman, terrassée par un cancer il y a 1 an. Il a encore du chemin à faire et peut-être qu'à ce moment-là, il arrêtera les interventions de chirurgie. En attendant, Michael ne se laisse jamais abattre bien longtemps, et quand il repart, c'est toujours de plus belle. Son prochain objectif... Et je pense qu'il va y avoir une deuxième Botox très prochainement, fait dans les règles de l'art. Et ça, j'y crois et je la ferai, c'est clair. Et je ferai venir une clinique et il y aura une vraie Botox partie avec des vraies injections. Voilà. Michael n'abandonnera pas, car du haut de ses 32 ans et malgré quelques rides, c'est bien toute sa vie qu'il a encore devant lui. Gladys, Harris, Alison, Michael, depuis notre rencontre, ces 4 personnes ont toutes évolué. Gladys est devenue une jeune femme épanouie, à l'aise dans son corps et dans sa tête. Harris est toujours célibataire, mais depuis ses séances de coaching, il ose aborder les filles et il est moins complexé. Alison, de son côté, a perdu 35 kilos et elle a repris les cours de danse. Michael, lui, a toujours peur de vieillir et il a enfin réussi à organiser une véritable Botox party.